De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Madame Anne-Marie Kofi, et notre éditorialiste Djemal Taleb, ainsi que notre second invité du jour, Samuel Bajoum. Vous êtes chercheur et écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Merci. Tout de suite, le dossier du jour. Nigeria, Cameroun, Kenya, Somalie, Libye et même le Mali, le terrorisme est sur plusieurs fronts actuellement en Afrique. Un fléau qui nie le bon nombre de programmes économiques de développement sociaux dans les zones où il prolifère. Voyez ce reportage de Birama Saounera. Corne de l'Afrique, Sahel, région du Golfe de Guinée, c'est aujourd'hui un fait. Le terrorisme est en pleine expansion sur le continent africain. Pour de nombreux observateurs, la crise libyenne a été le détonateur de l'irruption de l'islamisme dans la bande sahélo-saharienne avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Somalie, malgré la présence des forces de l'AMISOM, les milices Chebab continuent de s'aimer la terreur dans la Corne de l'Afrique. Les attaques et attentats suicides y sont quasi quotidiens, compromettant toute perspective de mise en place d'un exécutif stable. Aujourd'hui, dans la région du Golfe de Guinée et du lac Tchad, sévit l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, Boko Haram. Tous ces groupes ont un point commun, la création d'un État islamique et l'application de la charia. Quelles sont les causes de l'irruption du terrorisme islamique sur le continent ? Y a-t-il une spécificité africaine dans les manifestations du terrorisme sur le continent? Quels sont les ressorts économiques et sociaux de cette nouvelle menace sécuritaire? De quelles forces de riposte dispose l'Afrique pour combattre ces fléaux? Le spectre du terrorisme hante l'Afrique, enlèvement de centaines de femmes et d'enfants par Boko Haram au Nigeria et environ, situation sécuritaire préoccupante au Nord Mali, attentats dans un restaurant à Bamako ou encore dans un musée à Tunis, le terrorisme est partout. Le jeudi 2 avril 2015, les terroristes se sont encore signalés au Kenya avec l'attaque de l'université de Garissa. Bilan 148 morts, dont 142 étudiants. Cette attaque meurtrière et sanglante a été revendiquée par les islamistes somaliens, les Chebab. D'Al-Qaïda au Maghreb islamique à la secte Boko Haram, en passant par les Chebab et les Moujahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le combat s'est fait au nom de l'islam. Et pourtant, cette même religion prône la paix et la tolérance. Une situation qui suscite des interrogations sur les motivations réelles des terroristes en Afrique. Le terrorisme ouvre la voie à des rhétoriques, je dirais, de personnes qui vendent des illusions et qui s'appuient sur des choses qui ne sont pas réelles, telles que par exemple la religion. On peut vraiment se poser la question de savoir si la religion est au centre de toute cette dynamique ou pas, ou bien simplement c'est une instrumentalisation de la religion. Au-delà de l'instrumentalisation de la religion, les mouvements islamistes rejettent les valeurs de la vie civilisée et emploient les méthodes de violence aveugles et impitoyables sur les innocents. Quand les gens sont asservis, quand aimer devient un crime, quand fumer devient une occasion d'être flagellé, quand on est amputé pour avoir simplement écouté de la musique autre que la musique religieuse, chers amis, cela n'arrive pas qu'aux autres, cela peut vous arriver aussi. Cela nous est arrivé au Mali. Le terrorisme représente aujourd'hui un défi pour le continent africain. Pour certains dirigeants, l'Afrique devrait faire face à ces fléaux qui continuent de créer l'insécurité et l'instabilité sur le continent. Nous devons être intolérants face au terrorisme, dans un premier temps, parce que le terrorisme que nous vivons est un terrorisme effectivement très diffus et qui se déplace d'un pays à un autre et qui ne se sent en sécurité que dans des zones d'insécurité. L'intervention menée par l'OTAN en 2011 a ouvert la boîte de Pandore en Libye. L'instabilité politique qui en a résulté a favorisé une circulation illégale d'armes légères, lourdes et surtout de guerre le long de la bande sahélo-saharienne. Tout le monde sait que la Libye fait partie des pays les plus armés
en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Kadhafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Au moment où les actions et les mesures se multiplient contre le terrorisme en Afrique, les groupes criminels gagnent de l'influence au niveau des populations désespérées qui rêvent de lendemain meilleur. Pour cela, des observateurs pointent du doigt à l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Des conséquences de politiques économiques qui ont engendré des problèmes extrêmement graves, dont des taux de chômage surréalistes. L'immense majorité des jeunes ne travaillent pas, ici comme en Afrique subsaharienne. Et c'est cette situation qui alimente justement les flux migratoires, qui posent problème eux aussi, qui alimente les régions djihadistes. Aujourd'hui, le développement des organisations terroristes et criminelles devient un problème de plus en plus urgent à résoudre sur le continent africain. Une situation qui préoccupe la communauté internationale. Je reste préoccupé par la montée de la violence, particulièrement des conséquences effroyables de ces attaques pour les populations civiles. En Afrique, malgré les sommets des chefs d'État et autres rencontres consacrées à la lutte contre le terrorisme, les groupes terroristes continuent de menacer la sécurité des pays et provoquer la fuite des milliers de populations civiles. Au moment où les enjeux de l'action terroriste deviennent de plus en plus importants, les moyens pour une politique antiterroriste efficace et durable font défaut. Nous devons donc combattre ce phénomène avec toute la rigueur requise, au risque de voir tous les progrès réalisés tomber à l'eau. Ce qui exige de nos États une forte mobilisation des ressources et une mutualisation des efforts. En termes de réponse, il est important pour les pays africains de chercher à avoir une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, portant embargo à la fourniture des armes à ces nébuleuses, d'une part, mais aussi portant embargo au financement de ces structures. Depuis 2002, des centaines d'attentats ont eu lieu en Afrique. La liste des exactions commises par les islamistes sur le continent africain est loin d'être exhaustive. Si certains pays ont été épargnés et sont relativement calmes à ces niveaux, d'autres sont régulièrement touchés et peinent à éradiquer le phénomène. Aujourd'hui, les autorités du continent prônent des mécanismes adéquats pour éradiquer le fléau du terrorisme. Reste à savoir si les moyens qui seront mis en place suffiront à venir à bout du terrorisme sur le continent africain. Alors Djemal, est-ce que d'après vous, tout a vraiment commencé suite à l'intervention de l'OTAN en 2011 en Libye ? Tout n'a pas commencé avec la guerre en Libye, tout s'est aggravé avec la guerre en Libye. Boko Haram existait avant la Libye. AQMI au Mali existait avant la guerre libyenne. Les Chebab en Somalie existaient avant la crise libyenne. Là où l'élément nouveau qui a donc déclenché la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est en fait le foyer libyen. Le foyer libyen, quand on a eu la guerre qu'on a connue, sur laquelle nous avons chacun le jugement qu'on veut bien avoir, peu importe à la limite quel qu'il est, mais ce qui est important et ce qui est grave, ce sont les conséquences plus tard. Quand donc la guerre de Libye est terminée et on a connu donc une espèce d'industrie de la distribution de l'armement, et me dit-on 300 000 armes qui sont parties du jour au lendemain vers le site mais comment sont financés justement ces groupes? C'est parce qu'au départ, la crise libyenne, c'est beaucoup de groupuscules armés auxquels qu'on approvisionne en armement, parfois par voie aérienne. Qui les approvisionne? Mais les Occidentaux, ceux qui les soutenaient, les Qataris qui les soutenaient. Chacun sait que chaque organisation armée libyenne était soutenue par un État ou un groupe donné. Mais tout est utile, c'est que d'un jour au lendemain, la guerre est terminée, et quand la guerre est terminée, on se retrouve avec des stocks d'armement incroyables. Un stock d'armement sur un fond de pagaille généralisée, plus d'État, plus d'administration, plus de police, plus de gendarmerie. Et en réalité, nous avons donc des groupes armées qui sont capables donc qui ont du moins un stock important qu'elles sont capables d'écouler, sinon de vendre. Et donc du jour au lendemain, on a eu le foyer malien qui s'est aggravé. Le foyer malien, c'est quoi? C'est en réalité des résidus de la guerre algérienne. C'est-à-dire que la guerre algérienne est venue s'inviter sur le nord du Mali, c'est-à-dire le GSPC, donc le groupement salafiste pour la prédication et le combat, est venu s'installer dans le nord du Mali. Et quand il s'est installé dans le nord du Mali, et au fil des années, ces bandes armées qui se sont appelées les GSPC et puis plus tard se sont fait appeler AQMI, sont devenues
soutenir donc des petites industries, des petites PME du terrorisme, mais qui n'avaient pas l'envergure qu'elles allaient avoir plus tard. Avec la crise libyenne, elles ont connu une industrialisation de la violence, une industrialisation des rapts, mais surtout une espèce de moyens gigantesques en matière militaire qui, eux, ne se sont malheureusement pas arrêtés aux frontières maliennes et qui sont allés plus tard. Les spécialistes, et je n'en suis pas un, conviennent aujourd'hui qu'avec la crise libyenne, on est arrivé à une situation jusqu'à Boko Haram. C'est-à-dire que la déferlante puissance de Boko Haram, qui vient sans doute beaucoup du stock de l'armée du Nigeria, qui vient sans doute aussi de la complicité qu'ils ont par des amitiés sans doute dans la zone, mais elle vient aussi de la crise libyenne, c'est évident. Je vais demander à notre invité Samuel de parler de ça. Justement, on mentionne Boko Haram, l'armée nigériane. Pourquoi cette impuissance de l'armée nigériane face au phénomène Boko Haram ? Il y a quand même 80 000 hommes, je crois, dans l'armée nigériane, alors qu'au départ, il n'y en avait que 10 000 dans Boko Haram. Oui, le problème Boko Haram se complique du fait que l'armée est essentielle, les soldats, ce sont des chrétiens. Et quand ils vont au nord, dans la région où sévit Boko Haram, ils tapent sur les populations de façon assez violente, sans réfléchir. Alors, résultat, ces populations qui sont musulmanes disent, voilà, les chrétiens viennent nous massacrer. Et il faut dire aussi que le pouvoir politique a été assez faible. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas mis les moyens nécessaires pour combattre Boko Haram. Je vais faire un petit retour en arrière pour comprendre ce que c'est que Boko Haram. En réalité, Boko Haram, beaucoup pensent que c'est né il y a une dizaine d'années, mais ce n'est pas vrai. Boko Haram est né à la fin des années 70 et ça s'appelait la secte des Matatin, qui s'était installée à Maïdougouri, et Cheikhou Chagari avait donné l'ordre de bombarder Maïdougouri. L'aviation est passée en rase mode dans le quartier où se trouvait et il y a eu 2000 morts. Certains des éléments de Boko Haram, de la secte des Maïtassines qui étaient là, ont métastasé sur le Cameroun. Ils sont installés dans un petit village qu'on appelle Makari, dans la région de Ndolé, début 80. Ils ont assassiné un commandant, un chef de district, ils ont assassiné un sous-préfet. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on se rend compte que dans le phénomène de terrorisme, on ne peut pas vraiment parler de frontières, parce que souvent, c'est des mêmes groupes qui parlent une même langue, par exemple le Hausa, d'un pays à un autre, ils traversent. C'est-à-dire, c'est les mêmes populations qui sont frontalières. Donc, ils sont installés, et puis là, à l'époque, le pouvoir, Aïdjo avait donné l'ordre de frapper. On avait frappé, et puis le groupe avait disparu subitement, aussi bien du Nigeria que du Cameroun. Mais ils se sont reconstitués progressivement et petit à petit au Nigeria, on a vu ce phénomène. Dans les années 90, j'allais chaque année du Cameroun en Égypte pour l'Union des journalistes africains et je voyais dans les avions, parce qu'on prenait Air Égypte à Lagos, dans l'avion, il y avait des choses incroyables. C'est-à-dire que les fondamentalistes priaient, ils mettaient les tapis dans les couloirs de l'avion pour prier. Ils priaient toutes les 5 minutes. Ils emmerdaient tout le monde. Tout le monde était vraiment furieux. Et on n'a pas réagi. Et résultat, le mouvement a eu le temps vraiment de mûrir, hein, de bien s'implanter et de s'insinuer dans le pays. On va faire réagir Anne-Marie. À votre avis, pourquoi est-ce que ces groupes terroristes, finalement, sont aussi attirants et pullulent l'Afrique en ce moment? Mais avant de répondre à votre préoccupation, je souhaiterais définir le terrorisme. C'est quoi le terrorisme? Bon, le terrorisme est un acte de violence tel que la prise d'otages, tel que les attentats, pour créer un climat d'insécurité, de peur à l'égard d'un système, d'un pays ou d'une société. Partant de cette définition, je peux identifier 4 sortes de terroristes. Il y a le terrorisme d'État, le terrorisme économique, le terrorisme individuel et organisé. Et qu'est-ce qu'on a en Afrique alors? En Afrique, on a des terroristes organisés et individuels, je m'explique. Il faut dire que l'immensité de la zone sahélienne, l'immensité de cette zone et les difficultés de pouvoir y vivre constituent aussi les raisons du développement du terrorisme. Parce que cette zone qui est difficilement habitable, il n'y a personne et donc il y a des petits groupes qui se constituent et qui viennent mener des activités terroristes sur des États Mais avant de devenir, excusez-moi de vous interrompre, avant de devenir des groupes terroristes, je pense par exemple au FIS en Algérie, qui au départ avait des petits groupuscules d'action humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'avant de devenir des groupes terroristes, ils commencent peut-être d'une façon différente
et font du prosélytisme ou bon, ce sont des nihilistes, c'est-à-dire des gens des anarchistes, des gens qui veulent pas, des rebelles qui refusent de se soumettre aux autorités. Donc du coup, quand ils quittent, la plupart du temps, précédemment je vous parlais de l'immensité du désert, donc la plupart du temps les pays limitrophes à la zone saharo-sahélienne qui sont membres de la CENSAD, je crois que pendant l'existence du président Kadhafi, il y a une organisation qu'on appelle la CENSAD qui avait été créée. C'est une organisation internationale qui n'est pas géographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, il y a des pays issus de plusieurs organisations internationales qui font partie de cette organisation-là pour pouvoir les aider à maîtriser un peu, comme on appelle, la sécurité dans cette zone. Donc du coup, ces pays qui sont limitrophes à cette zone, qui ont des difficultés pour pouvoir assurer la sécurité sur leur territoire, ne peuvent pas prendre d'engagement au niveau international, je vais dire au niveau de la CENSAD. Donc du coup, c'est cette zone-là, la zone saharo-sahélienne, où il y a des canyons, où il y a des grottes, du coup, ces individus-là viennent mener des activités et quand ils sont poursuivis, ils repartent dans cette zone qui est difficilement repérable, par voie, que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie aérienne. Merci beaucoup. Alors tout de suite, un rappel des titres, des sujets qui ont été développés en début d'émission. Le calme est revenu à Libreville, au Gabon, suite aux incidents qui ont suivi l'annonce du décès de l'opposant André Mbaobam. C'était l'un des fondateurs du Parti Union Nationale. Il s'est éteint à Yaoundé à l'âge de 57 ans. Et puis les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de ce lundi, et ce pour 3 jours. En jeu, plusieurs scrutins, puisqu'ils doivent élire leur prochain président, mais également les parlementaires et les représentants des régions. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.